Salut à toutes et à tous, c'est Donny Jeep. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le film Tomb Raider sorti en salle le 14 mars dernier. Alors comme j'avais fait une précédente vidéo sur la production du film et aussi malheureusement les réflexions sexistes qu'on voyait et qui avaient eu lieu à l'annonce de l'actrice qui interpréterait Lara Croft, à savoir Alicia Vikander, et qu'il fallait dépasser justement ces réflexions sexistes pour voir qu'est-ce qu'il y avait autour du film si on devait en attendre quelque chose de bien. J'avais aussi fait un Let's React sur la bande-annonce qui avait été diffusée il y a quelques mois. Donc je me suis dit, je vais boucler la boucle et faire ma critique du métrage pour voir ce qu'il en est. Alors, bon film et bonne adaptation de jeu vidéo ou grosse déception? La réponse après le générique. Alors avant de rentrer dans la critique vraiment du film et de mon avis, un petit point que j'avais envie de soulever, c'est ne pas se tromper sur la marchandise et ce qu'elle promet de manière générale dans le cinéma. Ce que j'entends par là, c'est que en fait, qu'est-ce que le film nous promet, qu'est-ce qu'il prétend être, et est-ce qu'il va nous trahir ou pas. Le film Tomb Raider, dans le cas qui nous occupe, ne prétend pas vraiment être autre chose qu'être un film action-aventure qui est adapté d'un jeu vidéo action-aventure. Donc voilà, ça c'est le cadre. C'est pas une super production, dans les faits ça n'en est pas une, il ne l'a jamais prétendu. Pour rappel, c'est distribué par Warner Bros, mais ce n'est pas produit par Warner Bros. C'est produit par GK Films et la MGM, donc ce sont deux sociétés de production qui produisent des bons films mais qui ne fournissent pas forcément des gros budgets. La MGM est très connue d'un point de vue historique, mais les derniers gros films qu'elle produit, c'est les James Bond, mais les trois quarts du budget c'est Sony qui a les droits, c'est pas la MGM. Et donc il y a Square Enix aussi qui était un petit peu dans la production puisque forcément la licence leur appartient. Le budget du film n'a pas été vraiment dévoilé, mais on sait qu'il est en dessous de 100 millions de dollars, donc c'est encore un budget conséquent. Mais si on veut regarder les blockbusters dans les grosses catégories poids lourds, et ben c'est minimum 150, 160, 180 millions et bien souvent 200 millions pour tout ce qui va être les Marvel ou alors les films Warner Bros, DC Comics. Donc voilà, il fallait pas s'attendre à un film qui allait vous renverser avec un budget extraordinaire qui allait être mis pour la production du métrage. Et aussi d'ailleurs en parlant des Marvel, c'est un petit aparté que je fais, mais quand je vois des critiques de films justement en action, j'ai souvent l'impression que maintenant ils sont comparés à l'aune des films Marvel. C'est vrai que c'est un peu eux qui dans le genre gros blockbuster dominent en fait justement le cinéma mondial, enfin hollywoodien surtout, et par extension mondial malheureusement. Et en fait j'ai l'impression que les films Marvel, même si je les aime beaucoup au cinéma, ils ont amené une sorte de dérèglement en fait dans l'inconscient collectif des gens, du public, de ce qu'est ou doit être un blockbuster. Avec leur recette classique, il y a vraiment une recette classique Marvel, et ça met une sorte d'uniformisation en fait de la pensée et même des fois des productions qui veulent les singer. On voit par exemple Warner Bros qui était parti dans une autre direction avec leur DCEU, l'univers étendu DC Comics, au cinéma avec par exemple le Batman vs Superman, et depuis qu'il y a eu tout le bazar autour, ils ont changé leur fusil d'épaule avec Justice League pour un peu surfer sur la vague Avengers. Et finalement, alors je parle même pas du fameux Suicide Squad qui était complètement raté. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage en fait qu'on ait une uniformisation comme ça. Et ce qui fait qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On va retrouver sinon des actionneurs un peu franchisés bourrins, type Fast and Furious ou les Transformers. Et parfois il y a quelques blockbusters plus intelligents en fait et qui sortent un peu de l'ordinaire mais qui sont malheureusement pas assez mis en avant, comme par exemple la trilogie Planète des Singes qui est vraiment une très très belle trilogie. Donc Tomb Raider va pas jouer dans cette catégorie là, il joue pas dans cette cour, il tombe plus en fait dans la catégorie des films qui sont désireux de proposer un bon moment, pour le coup un bon moment action-aventure, et un peu dans l'esprit des productions en fait un peu cinéma de quartier qu'on avait autrefois, mais avec les moyens quand même d'aujourd'hui. Ça rappelle un petit peu ce que proposait un autre film qui s'est fait défoncer par la critique et qui vraiment, il s'est fait descendre en flammes et qui pour moi j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé un peu le plaisir de cinoche que j'avais quand j'avais 10 ans, que je regardais des films action-aventure, qui était le Gods of Egypt de Alex Proyas. Donc un film qui a des défauts, c'est certain, mais qui a beaucoup plus de générosité je pense, et même de prise de risque et même on va dire d'originalité que tous les Marvel réunis. Donc c'est un film sorti en 2016 et je vous le conseille, après vous aimerez ou pas, mais en tout cas moi j'ai beaucoup d'affection quand même pour ce film là d'Alex Proyas. Donc voilà, c'était la fin de l'aparté, mais j'avais envie d'expliquer un peu ça avant de rentrer vraiment dans ma critique du film, pour vous montrer que moi quand je vais voir ce genre de film là, voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit un type Marvel. Je voulais en fait un film action-aventure agréable où on passe un bon moment dans la veine de ces vieux films d'autrefois, et que ce soit une bonne adaptation de jeux vidéo. Donc techniquement, comment est le film ?
Alors au niveau de la réalisation, en fait, on retrouve donc Roar Utto, qui est un réalisateur norvégien. C'est son premier film hollywoodien. Avant ça, il avait fait Colpré, qui était un sorte de petit slasher en haute montagne en 2006. Et surtout The Wave, un film catastrophe, où il avait fait vraiment... ça a cartonné, hein, c'était en 2015 en Norvège. Et ça changeait justement des films catastrophes américains basiques. Il y avait vraiment... les personnages étaient bien construits, bien développés. Il y avait un sens justement du film catastrophe qui changeait d'habitude, c'était très intéressant. Donc là, Utto, en fait, il a la réalisation. La réalisation, en fait, elle est efficace, mais elle est clairement pas novatrice. Il n'y a rien, en fait, de magistral. C'est une réalisation, en fait, qui est au service de l'histoire et surtout du personnage principal et qui va pas vous renverser. Donc, dans les bons points de la réalisation, quand même, on dira qu'il y a quand même une lisibilité des scènes d'action. Ça, c'est très agréable. Je fais partie des gens en fait qui maintenant sont très vite gonflés quand le montage est épileptique. J'ai un coucou à Michael Bay au passage. Et même en fait quand il y a le surplus d'action, vous savez justement dans les derniers actes des films justement Marvel ou de super-héros d'ici, je supporte plus en fait. C'est cette espèce de grand big fight qu'il y a contre des monstres, tout ça, ça me fatigue. Là en fait les scènes d'action sont vraiment lisibles et donc elles sont pas fatigantes. Et ça c'est vraiment agréable en fait. Autre chose que j'ai beaucoup aimé d'un point de vue technique, c'est le soin apporté au décor. Donc ça a été tourné en Afrique du Sud. Et au niveau ils ont construit pas mal de décors, ils n'ont pas voulu faire que du CGI. Je parlerai plus tard du CGI parce que c'est une des grosses faiblesses du film. Mais au niveau justement des décors construits, on retrouve Gary Freeman en fait, qui était un peu au production design. Et c'est quelqu'un qui avait bossé sur le film Maléfique de Disney. Et aussi en fait qui va bosser prochainement sur le Mowgli de Andy Serkis qui se passe dans la jungle. Donc c'est un projet très intéressant. Il avait travaillé aussi sur le Everest, qui était un film d'aventure tiré d'une histoire vraie de Balthazar Kormakur qui est sorti en 2015, qui est un film très agréable aussi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un sens du décor naturel et qui sait en fait comment justement gérer le décor pour inscrire les personnages dedans. Et ça dans le film ça s'est très bien rendu, j'ai beaucoup aimé ça. C'est quelqu'un aussi qui en termes de directeur artistique avait participé par exemple sur Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, probablement un des meilleurs films d'anticipation de ces 20 dernières années. Et en fait, truc amusant, il s'est fait aussi la main, il était assistant sur le Tomb Raider de 2001, le premier film avec Angelina Jolie, comme quoi. Donc bref, en tout cas, lui, il a fait du bon boulot. Et au niveau justement des décors construits et de la manière dont ils vont être en fait implantés et dont ils vont être fournis, celle qui bosse en tant que set décorateur, c'est Raffaella Giovannetti. Et en fait, elle, c'est quelqu'un qui s'est formé sur la série Rome. Donc voilà, une série en fait où il y avait justement un soin vraiment apporté en fait au décor de la vie quotidienne et qui permettait là encore d'inscrire les personnages en fait dans une certaine... il y a une vraie côté charnel, il y a vraiment... on a l'impression que c'est vrai. Et ça dans le film, ça se retranscrit, c'est super bien. Malheureusement justement, c'est que tout ce qui va être les décors d'un point de vue CGI, et donc je reviens aux effets spéciaux par exemple, et bien ça va être vraiment... on sent le manque de budget, le manque de talent aussi dans le film. Et donc ça va être beaucoup plus plat. Et là ça va poser un problème. Heureusement, dans les scènes d'action, la plupart sont justement faits avec des effets pratiques. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, ce côté effet pratique, qui rejoint encore ce cinéma un peu à l'ancienne et qui permet encore d'inscrire les personnages dans l'action et de manière vraiment réelle. Par contre, dès que les personnages, donc surtout Lara Croft, sont dans ce côté décor en CGI, ça se voit direct. Ça fait un côté un peu 2D, c'est plat. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un des points faibles du film et c'est raté. Autre chose qui est pas raté mais qui m'a un peu déçu, c'est la photographie du film. Et c'est pareil, je trouve que les décors naturels et les décors même construits n'ont pas été mis assez en valeur par la photographie. Alors des fois il y a des super plans, des super éclairages, mais ça vaut pas l'éclairage par exemple qu'il y avait et les plans qu'il y avait dans le jeu vidéo de 2013. Et voilà, par moments ça va être beaucoup plus plat et donc voilà, la photo souffle un peu le chaud et le froid. C'est pas une vilaine photo, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus beau qui fasse un peu plus épique. Et par moments on sent le côté aventure, mais par moments ça se dissipe vraiment. Donc c'est George Richmond qui a officié sur la photographie, quelqu'un qui a bossé sur les Kingsman 1 et 2 de Matthew Vaughn, mais qui étaient des films qui ne brillaient pas non plus par leur photographie, c'était pas du tout leur qualité principale. Donc voilà, là j'étais un peu déçu aussi, enfin, je m'attendais à quelque chose de plus chaleureux justement au niveau de l'ambiance, un peu comme il y avait sur la photographie. On peut aimer le film ou pas de Kong Skull Island qui est sorti récemment, mais la photographie, tout ça était super bien mise en place et donnait vraiment ce côté aventure dépaysement. Là on l'aura pas forcément et c'est un peu une faiblesse du film malheureusement. Dernier point technique du film qui m'a quand même vraiment pour le coup dérangé, c'est la musique de Tom Holkenborg. Donc Tom Holkenborg c'est le vrai nom de Junkie XL, donc c'est quelqu'un qui a bossé sur par exemple Justice League, il a travaillé avec Hans Zimmer aussi sur Batman vs Superman, et sa musique est vraiment décevante quoi. Mis à part un thème sur on va dire qui touche un peu la famille de Lara Croft, un peu intimiste qui est pas trop mal fichu. Le reste, c'est vraiment sans saveur, vraiment fade ce qu'il propose. Aucune originalité, même les musiques d'action, il n'y a pas d'intensité, on perçoit pas grand chose. À l'origine, c'était James Newton Howard, qui est un super compositeur, qui devait travailler là-dessus, qui a donc été remplacé par Junkie XL. James Newton Howard, qui devait aussi travailler sur la BO, j'en parlais tout à l'heure, de Kong Skull Island, qui avait là encore été remplacé, mais par Henry Jackman.
qui Henry Jackman avait fait notamment là, récemment les bandes originales de Uncharted 4 et de Uncharted Lost Legacy, donc quelqu'un qui est bon pour les films d'aventure et les jeux vidéo d'aventure. Donc c'est dommage que pour Tomb Raider, ils aient pas pris Henry Jackman encore en remplacement de Newton Howard et qu'il soit parti avec Junkie XL, qui nous sert donc une BO totalement oubliable, et il vaut mieux l'oublier. Au niveau de tout ce qui veut être narratif, donc au niveau de l'histoire et du scénario, il est écrit par Geneva Robertson Voret. C'est sa première en fait production en tant qu'auteur en chef. Et on la trouvera bientôt aussi à la tête de l'équipe qui écrit Captain Marvel. Donc c'est un des prochains Marvel, qui est actuellement en tour de tournage avec Brie Larson et qui doit sortir en 2019, fin 2019 je crois, ou mai 2019 à vérifier. Donc son script en fait, il faut dire l'histoire, c'est très basique. Mais en fait, le côté basique, quelque part, il y a un côté simpliste qui permet de se focaliser sur le personnage de Lara Croft, dont la construction en tant qu'aventurière, et surtout en tant que femme, c'est le but principal de l'histoire. L'histoire, c'est pas l'aventure. Donc, quelque part, ce côté simpliste et basique m'a pas vraiment dérangé, puisqu'en fait, ça sert vraiment le but principal du film. Ça aurait été autre chose, j'aurais été beaucoup plus critique probablement par rapport à ça, mais finalement, non, en fait, la quête du tombeau d'Himiko, qui est le MacGuffin de l'histoire, c'est quelque chose qui est un peu secondaire. D'ailleurs, Lara, elle ne cherche pas vraiment le tombeau, à l'origine, elle cherche plus ce qui est arrivé à son père. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, le script est vraiment basique. C'est vraiment quelque chose... on retrouve en fait un peu ce qu'il y avait dans justement les histoires des films d'aventure. Je vous parlais de cinéma de quartier, donc très basique. Même des pulps, que ce soit en roman de gare ou en BD comics, si on accepte ça, et c'est vraiment ce qui fait partie de ce genre, et ben ça dérange pas du tout. Si effectivement on attend beaucoup plus, on va être déçu. Donc moi sur ce côté-là, j'ai pas été déçu. Il m'a vraiment pas renversé. Il y a même un twist à un moment qui va pas surprendre grand monde, mais qui n'est pas vraiment un problème. Par contre, vers la fin du film, il y aura un autre petit twist qui est plus par rapport à l'histoire, pas de Lara, mais justement de la quête d'Himiko, que j'ai trouvé vraiment malin et qui renverse un petit peu une manière de voir les choses et qui colle avec l'image et le but du film, à savoir la construction des femmes. Donc j'en dirai pas plus, mais ça j'ai trouvé ça assez malin. Autre chose aussi que j'ai bien aimé dans la narration, c'est de prendre le temps, et ça Uto l'avait fait avec The Wife, de prendre le temps d'inscrire bien les personnages. Il y a une grande partie d'exposition avant l'aventure qui est vraiment intéressante. Il se passe des scènes, on pourrait se dire que ça sert à rien, genre une scène de boxe, une scène de course en vélo, une course poursuite aussi sur un port à Hong Kong, on se dit mais ça sert à rien, alors qu'en fait si, c'est vachement constitutif du personnage, parce qu'après d'autres scènes vont faire écho plus tard dans le film, et suivant la manière dont Lara va réagir, fait qu'on va comprendre les tenants et les aboutissants. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. A contrario, malheureusement, si la première partie permet de poser de manière très basique, mais très proprement, les enjeux et le personnage de Lara, la seconde partie, qui est l'aventure en elle-même, je l'ai trouvé un peu trop rushée. Là, en fait, le rythme s'emballe vraiment, et malheureusement, je pense que le métrage aurait mérité vraiment 15 minutes de plus pour profiter encore une nouvelle fois des décors, du côté aventure, et même à la fin, donc de ce côté un peu tombeau, qu'on va avoir, qui est vraiment recréé en décor naturel la plupart du temps. Et donc voilà, le film ne profite pas assez, et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, le dernier acte surtout du film est vraiment rushé, et ça c'est vraiment dommage en fait. On sent qu'il y avait peut-être des problématiques de budget, ou même aussi de durée horaire du film, et donc ça fait que le film malheureusement reste sur ce côté-là sympathique, mais ne peut pas tomber dans quelque chose d'un peu plus intéressant. Autre chose que j'ai bien aimé, qui est un passage obligé dans ce genre d'histoire origins on va dire, c'est le côté flashback. Alors les flashbacks ils sont pas nombreux, c'est déjà bien. Ils sont pas trop cheap, souvent dans ce genre de film là, les flashbacks ça peut vite devenir naze. Là c'est pas le cas, ils sont pas renversants, mais à chaque fois ils servent bien à montrer le rapport de Lara à son père. Certaines scènes aussi qui vont montrer par exemple pourquoi elle maîtrise l'arc, puisque l'arc fera la partie de l'aventure. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça intéressant, ils en ont pas abusé. Alors ensuite au niveau des personnages, surtout les personnages secondaires, ils sont clairement pas développés. Si vous cherchez des personnages très développés, très profonds, ce film n'est pas fait pour vous. Là encore, on retrouve cet aspect vraiment série B action-aventure, pulp, avec des personnages qui vont être caractérisés. Il ne faut pas confondre en fait un personnage non développé avec un personnage qui n'est pas caractérisé. On peut caractériser un personnage en quelques mots, quelques scènes. C'est vraiment ce qu'ils font ici. Effectivement, ça reste basique comme j'ai dit, mais ça sert en fait après à mettre en avant le personnage de Lara Croft qui est le but principal du film, je le rappelle. Donc moi ça ne m'a pas vraiment dérangé, ils sont toujours moins pires ces personnages que ceux du reboot, du jeu vidéo, qui était vraiment un personnage secondaire inutile au possible à part peut-être un. Donc voilà, donc là on a Daniel Wu qui va être utilisé un peu comme le sidekick de Lara Croft. Lui, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que c'est quelqu'un qui a des bonnes capacités martiales, ceux qui connaissent la série Into the Badlands le sauront. Et là, il est vraiment, pour les scènes d'action, pas beaucoup utilisé. Là, c'était un peu décevant. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le réalisateur joue avec le côté sidekick inversé. À savoir qu'ici, c'est l'homme qui est prisonnier et presque inutile.
et donc c'est la femme qui est en action. Alors que la plupart du temps, dans les films action-aventure d'autrefois, c'était l'inverse. Donc ce renversement en fait des perspectives est assez sympathique, mais vraiment un peu négligeable, il faut le dire. Au niveau du père de Lara, on retrouve donc Dominic West, donc je ne présente pas cet acteur, super acteur dans The Wire, Jim McNulty, il a fait plein d'autres films. Ici, sa performance va pas lui faire décrocher un Oscar, on sent vraiment qu'il est tranquille, il est posé, il fait ce qu'on lui donne à jouer, il le fait bien, mais il ne se force pas non plus. Mais voilà, le père de Lara a aussi, il y a une bonne petite alchimie avec Alicia Vikander, donc ça fonctionne bien, c'est pas renversant, et là encore, le père de Lara est caractérisé de manière assez sommaire, on comprend ce qu'il recherche, il y a une voix off un peu au début qui vous explique toute sa quête du tombeau d'Himiko. Ça reste une nouvelle fois basique, mais proprement caractérisé. Et on se retrouve encore dans ces personnages, un peu le personnage du père qu'on avait encore par exemple dans, si vous connaissez les vieux classiques comme les mines du roi Salomon avec la jeune femme justement où son père est parti sur des recherches, ce genre de choses là. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a ici dans le film. Ensuite on a l'antagoniste. Alors l'antagoniste, j'ai vu il s'est fait assez allumer un petit peu par pas mal de critiques, même sur la toile, sur Twitter, j'ai vu des gens qui trouvaient que le méchant était inutile. Moi paradoxalement, il m'a beaucoup plu ce méchant là parce que c'est un antagoniste qui est rafraîchissant en fait. Il sort un peu des sentiers battus, alors il n'est pas approfondi mais la manière dont il est caractérisé justement, il sort des sentiers battus dans la mesure où en fait il veut pas dominer le monde. Il n'est pas méchant même pour être méchant. En fait son objectif est un objectif auquel on peut vraiment adhérer, on peut vraiment comprendre ce qu'il fait, et c'est vraiment retranscrit dans le film, c'est vraiment retranscrit aussi grâce à l'acteur Walton Goggins, qui sans en trop en faire, et parce qu'on lui a pas donné trop à en faire non plus, faut pas se leurrer, fait vraiment bien le boulot, et voilà, et c'est quelqu'un qui est juste, j'irai pas spoiler, mais voilà, qui a vraiment un objectif qui est tout à fait humain, tout à fait logique, qui est fatigué quelque part d'être là sur cette île aux prises avec cette recherche. Et donc j'ai trouvé ce côté-là assez intéressant. Il va pas faire des grands discours, ça va pas être un méchant d'opérette, comme on peut en voir dans certains films grands classiques action-aventure, par exemple Indiana Jones et le Temple Maudit. Vous prenez le méchant, le Molaram, pour moi c'est un méchant beaucoup plus bidon que le méchant en fait, l'antagoniste de ce Tomb Raider là. Même si après le Temple Maudit c'est un meilleur film. Mais en tout cas en termes de méchant, je préfère Matthias Vogel, donc le méchant de Tomb Raider, je le trouve plus intéressant, même si pas énormément développé, que le Molaram qui faisait Kalima, Kalima, Shoktime. Enfin, vous voyez quand il arrache le cœur dans Indiana Jones. Bref, ça aurait sans doute, les personnages secondaires auraient peut-être mérité d'être plus développés, mais dans l'ensemble en fait ils sont vraiment caractérisés comme tout personnage en fait de film. Je me répète, mais c'est vraiment ce qu'est le film, action, aventure, série B, type pulp. Donc voilà, donc ça m'a pas dérangé, et surtout ils mettent donc en avant le personnage de Lara Croft. Donc Lara Croft en fait, c'est simple, elle est impeccablement interprétée par Alicia Vikander. Alors c'est pas le meilleur rôle d'Alicia Vikander, parce qu'elle a fait des super rôles, c'est une très très bonne actrice, très jeune mais vraiment une superbe actrice. On savait très bien qu'elle savait jouer les palettes de l'émotion, ce genre de choses, elle peut jouer dans tous les types de films, tous les types de rôles. On avait peut-être un doute sur sa physicalité, et là en fait on sent vraiment qu'elle a bossé là-dessus, et ça se retranscrit vraiment à la pellicule. La manière dont elle se passe les scènes d'action, on sent vraiment qu'elle est pleinement dedans, c'est réaliste, les impacts, les coups qu'elle reçoit, qu'elle prend, la manière dont elle ressent au niveau des attitudes corporelles, et même au niveau des cris, où on se souvient des cris de Camilla Luddington, qui a doublé Lara Croft dans les reboots. Là les cris d'Alicia Vikander, ça tape aussi. C'est pas surjoué, on se sent vraiment connecté à ça, et donc ça, voilà, ce côté en fait vraiment ancré dans la réalité, dans les coups, dans l'action, ça se retranscrit vraiment très bien dans le métrage, à la fois par le jeu d'actrice et par la réalisation, donc c'est une très très bonne chose. Et d'ailleurs c'est une intelligence en fait du métrage d'aborder essentiellement la constitution du personnage par l'action. Et c'est là que j'en reviens sur les scènes, l'importance des premières scènes en fait d'exposition, que ce soit la boxe, la course à vélo ou la course poursuite sur le port de Hong Kong. C'est parce que justement c'est là que ça prend son sel et qu'on va avoir les bénéfices dans l'aventure en elle-même quand Lara en fait va se retrouver vraiment face au danger. Et une chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la manière dont il marie émotion et physicalité, notamment dans la première scène où elle va tuer quelqu'un pour la première fois. Et donc ça on le ressent vraiment, c'est une superbe scène vraiment, qui est très réussie. Ça reprend un peu le côté vraiment instinctif et vraiment viscéral qu'il y avait dans les jeux. On retrouvera malheureusement pas toujours ça dans le film, parce que c'est un moment justement... Chose que j'ai trouvé un peu décevant, c'est que, et c'était un reproche qu'on faisait au jeu, c'est qu'il y a un moment quand le personnage est construit d'une certaine manière, elle va un peu tomber en mode Rambo, et là un peu dézinguer tout le monde. Dans le jeu vidéo c'était ça, le film aussi va avoir le même écueil, donc ça c'est dommage malheureusement. Mais en tout cas voilà, sinon le personnage de Lara c'est vraiment la Lara des versions reboot. Si vous cherchez une fidélité par rapport à Lara de la version donc Tomb Raider 2013 et ensuite Rise of the Tomb Raider, Alicia Vikander est parfaite pour le rôle. Donc c'est un super casting, et il ne se pose pas une question de elle a trop de poitrine, pas assez de poitrine. Dans le film elle n'est jamais sexualisée. Ça veut pas dire qu'ils font exprès de ne pas la sexualiser, ça veut dire qu'elle est filmée comme un personnage fort. Pas un personnage de femme forte, c'est quelque chose que je n'aime pas cette expression.
une femme forte, ouais c'est une femme badass. Mais non, en fait c'est juste un personnage fort, un personnage badass. Et donc la construction de cette Lara qui se cherche, qui est un peu une fillette, d'ailleurs fillette c'est comme ça que son père l'appelle, et qui se transforme progressivement en femme, mais sans qu'on dise que ce soit une femme, c'est juste parce qu'elle grandit, elle mûrit. C'est très bien amené et c'est jamais en fait trop raconté, c'est vraiment montré par l'action, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut préciser dans les faiblesses du film que quand le film parle trop, à savoir les dialogues, c'est vraiment pas son point fort. Les dialogues sont quand même la plupart du temps médiocres et par moments carrément mauvais. Donc c'est bien justement qu'ils aient un peu limité les dialogues et qu'ils s'est vraiment appliqué le show don't tell. Donc montrer et ne pas raconter. Dernier point aussi niveau narratif qui là pour le coup m'a un peu sorti du film, et d'ailleurs c'est à la fin du film, c'est même après on va dire l'écran de titre, l'écran crédit, donc c'est pas une scène post-générique mais pas loin. C'est cette dernière séquence qu'ils avaient déjà montré dans le trailer d'ailleurs, où finalement c'est un clin d'œil on va dire aux fans de la première heure, de la première Lara Croft, donc des jeux de core design, et ce qui est en totale négation en fait de ce qu'ils ont montré avec le reste du film. Donc si c'est pris comme une sorte de scène caméo pour rigoler, pourquoi pas, mais j'ai trouvé ça que c'était un peu du fanservice lourdingue, mais si c'est ce vers quoi tend une possible suite du film, là pour le coup je serais vraiment déçu parce que je trouve que justement ça tomberait dans l'écueil qu'ils ont évité plus ou moins jusque là. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la dernière séquence du film, après, après le crédit et l'écran titre, qui m'a un petit peu laissé un goût d'amer au sorti de la séance. Je me suis dit oula, j'espère qu'ils vont pas trop aller là-dedans s'il y a une suite, parce que ça serait vraiment dommage de faire partir Alicia Vikander avec ce qu'elle a donné sur ce film là et après partir dans justement une ressucée du personnage plutôt d'Angelina Jolie, et là pour le coup Alicia Vikander ne correspondrait vraiment pas trop au profil. Au niveau des clins d'œil justement, parlons de Tomb Raider en tant que adaptation d'un jeu vidéo. Donc très rapidement, vous avez dû le comprendre dans ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, l'adaptation elle est assez fidèle, c'est une bonne adaptation de jeu vidéo, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Lara, comme je vous ai dit, elle est fidèle à la version reboot de 2013 et donc après de Rise of the Tomb Raider, et Shadow of the Tomb Raider qui sortira donc en septembre. Il y avait un petit teaser qui était juste avant le début du film. Le cadre du jeu est repris et il est respecté, on retrouve le Manoir Croft, on va retrouver l'Endurance, le fameux bateau qui va faire naufrage, on retrouve l'île. Il est même développé puisqu'on a tout ce côté londonien, donc on voyait un peu ce qui se passait à Londres avec Lara dans Rise of the Tomb Raider, mais c'était vraiment un niveau et c'était pas trop, c'était juste une pièce en fait, que là en fait on voit ce côté un peu londonien, comment vit Lara par rapport aussi à l'héritage qu'elle a reçu de son père et qu'elle va finalement devoir accepter ou pas. On a aussi l'histoire qui a été reprise du reboot, à savoir cette fameuse quête du tombeau d'Himiko, donc le père il a disparu en recherchant Himiko. Il y aura, comme je l'ai dit, en fait un twist et un petit retournement par rapport à l'histoire qui peut heurter les fans absolus de la saga. Moi ça m'a pas dérangé parce que je trouvais ça bien justement qu'ils amènent aussi une nouveauté par rapport à ce que nous, fans qui avons fait le jeu, on connaît, donc c'est bien aussi de nous surprendre. Après le truc qu'il y a, c'est que justement ils vont jouer sur le côté réel et surnaturel, en tirant plus vers le côté réel. Donc ceux qui aiment vraiment les Tomb Raider pour le côté vraiment plus surnaturel risquent peut-être un peu d'être déçus. Moi j'ai bien aimé justement cette reprise qu'ils ont faite, avec notamment un clin d'œil, en tout cas il se passe quelque chose qui ne ressemble même plus trop à du Tomb Raider, mais qui pour moi ressemblait beaucoup plus à Uncharted Drake's Fortune, donc le premier Uncharted, avec l'Eldorado. Au niveau des antagonistes, donc il y avait Matthias Vogel, joué par Walton Goggins, qui ne ressemble pas du tout au père Matthias du reboot. Par contre, ils ont introduit Trinity, donc on avait dans Rise of the Tomb Raider. Et donc là, la manière dont ils l'introduisent, c'est très intéressant. Et s'il y a une suite au film, peut-être qu'ils continueront sur la voie amorcée dans les jeux vidéo. Et ensuite, comme je disais aussi, il y a les scènes clés du jeu qu'on va retrouver. C'est pas forcément toujours des décalques, par peut-être la scène de l'avion, qui n'est pas la scène la plus réussie. Et là, pour le coup, on a retour au CGI. Mais il y a plein d'autres scènes en fait qui sont vraiment les scènes qu'on voit dans les jeux, qui sont effectivement réalisées de la même manière, mais qui servent en fait, c'est pas juste pour faire plaisir aux fans, c'est parce que ça sert à chaque fois de marqueur à un palier d'évolution du personnage. Chaque scène du jeu en fait qui est reprise est vraiment ça, c'est qu'en fait, hop, Lara est en train de se réaliser en tant que Lara Croft, l'aventurière. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ce soit fait de cette manière-là. Donc ça va être le naufrage, la scène de l'avion qui est pas la plus réussie, la scène du premier meurtre qui, elle, pour le coup, est la plus réussie, et ensuite tout ce qui va être tombeau. Alors j'ai pas trop parlé des tombeaux des puzzles, ils ont mis un peu de puzzles de tombeaux, ce qui était intéressant. Par contre là aussi c'est dans la partie la plus rushée du film, donc c'est pas ce qui a été le plus développé, c'est pas ce qui était le plus développé dans le reboot non plus, mais voilà, effectivement c'est quelque chose que j'aurais voulu un peu plus, ça ramenait encore plus de cachet aventure à l'ancienne, et voilà, donc là c'était un petit, c'est aussi voilà, c'était intéressant de la part du film, mais malheureusement pas suffisamment développé, pour des questions encore de temps, et peut-être aussi un peu de budget, et c'est dommage. Dernière chose aussi, il y a les objets intégrés comme je vous ai dit. Donc on va retrouver par exemple l'arc qui est expliqué par un flashback, on va retrouver le piolet aussi. Donc voilà, et donc c'est intégré à la narration, ça j'en ai déjà parlé, et les fameux 2 flingues qu'on va avoir à la fin et qui sont pour le coup font partie de cette scène de fanservice absolu que je trouve lourdingue et ratée pour ma part, chacun se fera son propre avis.
Donc au final, ce Tomb Raider version 2018, est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Loin de là. Je peux pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, je peux pas vous dire que c'est un grand film, que c'est un blockbuster qui va vous en mettre plein la vue. Mais c'est une bonne petite série B qui est assez bien léchée, qui est vraiment sympathique, qui est doublée en plus d'une bonne adaptation de jeux vidéo, ce qui est quand même ultra rare. Donc je vous dis pas que c'est la meilleure adaptation, pour moi la meilleure à ce jour, c'est encore le Silent Hill de Christophe Gans qui est sorti en 2006. Mais ça change quand même de la plupart des ratages adaptations ciné JV qu'on a la plupart du temps. Donc voilà, donc c'est bien de ce côté-là. C'est à conseiller donc si on aime les films de genre action-aventure ou si on aime la saga Tomb Raider. Sans partir, je vous le dis, dans l'attente de voir un grand film ou de voir même un type Indiana Jones, c'est pas du tout du niveau d'Indiana Jones. C'est pas non plus au niveau d'un film que moi j'aime beaucoup et qui est sans doute le pseudo Indiana Jones plus réussi jusqu'à présent, à savoir La Momie de Stephen Sommers, qui est sorti en 1999, donc ça date. Mais en fait, on passe un bon moment en salle, en compagnie d'un personnage qui est vraiment bien défini et caractérisé, donc Lara Croft. C'est un personnage culte de jeux vidéo, ça fait du bien de le voir prendre une jolie consistance sur grand écran. Donc rien que pour ça, je dis félicitations, pas un grand film, bonne petite série de B. C'est mon avis, vous le savez. Après, si vous voulez donner le vôtre, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, ça aussi comme d'habitude. Si vous aimez ce que je fais sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Sur ce, ben voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, probablement pour un podcast qu'il faut que j'enregistre très prochainement, un podcast qui me tient beaucoup à cœur, je vous en parlerai donc très bientôt. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao ciao.